Bienvenue à tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour la rubrique Ils rencontrent. Dans cette rubrique, nous partons à la découverte de personnalités qui ne manqueront pas de vous intéresser. Il est professeur émérite à Sciences Po Paris, politologue français et grand penseur des relations internationales. A consacré sa carrière à l'étude des enjeux mondiaux, des conflits, de la mondialisation ou encore du rôle des acteurs non étatiques. Avec de nombreux livres sur ses réflexions, son parcours de vie ou encore ses idées, aujourd'hui c'est un esprit inspirant que nous avons la chance de retrouver sur notre émission. Nous avons préparé une rencontre captivante avec une personne que tout bon étudiant en relations internationales se doit de connaître, Monsieur Bertrand Badi. Monsieur Bertrand Badi, bonjour, est-ce que vous allez bien ? Bonjour, je peux qu'aller très bien après avoir entendu tout ce que vous venez de dire sur mon compte. Voilà une journée qui commence bien, merci. Oui. Merci beaucoup de nous accueillir au sein des locaux de Sciences Po Paris, dans votre bureau. Notre interview va se découper en deux grandes parties. Un aspect plus parcours personnel, individuel, et une autre grande partie plus axée sur le professionnel et les relations internationales. Donc pour la première question, c'est pour nos auditeurs qui ne pourraient être familiers à votre parcours, pourriez-vous nous parler de vos débuts dans le domaine des relations internationales et ce qui vous a motivé à vous y engager ? Alors vous savez, c'est toujours difficile de parler du début parce qu'on ne sait jamais où il se situe. Dans une vie, les choses se découvrent fortuitement, progressivement, sous l'effet de contextes personnels ou globaux, d'ailleurs. Et en ce qui me concerne, mon rapport aux relations internationales correspond bien à cette série de hasards et de transformations. Au départ, je n'étais pas internationaliste. Ma thèse ne portait pas sur les relations internationales, mais sur la sociologie politique du mouvement ouvrier. Donc vous voyez, c'était quand même apparemment, je dis apparemment parce que les choses sont plus complexes là, assez éloigné des relations internationales. Et puis après, pendant fort longtemps, c'est-à-dire une bonne dizaine d'années, mon travail portait sur l'État et sur la politique comparée, c'est-à-dire justement la comparaison dans le processus de formation des États. Et c'est cela qui, peut-être de manière étonnante, étrange, m'amène vers les relations internationales. Ceux qui sont nés dans les relations internationales sont nés dans les paradigmes consacrés, c'est-à-dire sont des réalistes militants, des tenants de la géopolitique. Moi, ayant eu un parcours préalable en même temps sociologique et comparatif, mon questionnement était tout différent. À force de travailler sur l'État, je me suis posé une question. Je me suis dit, mais peut-on pleinement comprendre cet État français ou cet État au Moyen-Orient? J'avais fait un livre de comparaison entre l'État dans le monde musulman et dans le monde occidental. Est-ce qu'on peut pleinement comprendre ces États sans les replacer dans le contexte international? Ah oui, mais à partir du moment où on replace un objet politique, social, économique dans le contexte international, eh bien, il faut entrer dans la magie des relations internationales. Je dis dans la magie parce que quand j'ai commencé à m'intéresser à ces questions, je trouvais le discours étrange, très très étrange. Cette espèce d'ordre préconstitué et éternel, ressemblant au fameux gladiateur de Hobbes, ces États constitués qui étaient en compétition dans ce que Raymond Aron appelle la compétition multiséculaire entre États. Quand je me retournais vers mes terrains privilégiés, l'Afrique et le Moyen-Orient, je cherchais la compétition multiséculaire entre États et je ne la trouvais pas. Et ça m'a amené à écrire ce livre tournant qui est l'État importé. C'est-à-dire, c'est le premier acte de recentrage de l'État dans un contexte international. Comment, dans certains pays, que l'on dirait du Sud aujourd'hui, que l'on aurait dit tiers-monde hier, comment dans certains pays, l'État n'est pas une invention locale, mais pour une bonne partie, une importation. Si je dis l'État importé, pour comprendre l'État en Afrique, pour comprendre l'État au Moyen-Orient, alors à ce moment-là, je suis obligé d'introduire les relations internationales. Et je me suis aperçu, à partir donc de 1992, date
d'écriture et de publication de l'État importé, que les relations internationales étaient infiniment plus compliquées que ces naïvetés de la géopolitique qui ne sont en fait qu'une bande dessinée des relations internationales. Il fallait découvrir tout ce méli-mélo, bien sûr, de puissance, d'interétatisme, je ne nie pas cette dimension, mais aussi de flux transnationaux, d'échanges, d'interdépendance, d'interaction, de pluriculturalisme, d'histoires dissemblables qui ne se ressemblaient pas, donc, et surtout qui ne se rencontraient pas ou qui ne se rencontraient que de façon conflictuelle. Et tout ceci m'a absolument passionné. Et c'est comme ça que je suis tombé dans le chaudron. Nous sommes au début des années 1990. J'étais encore un jeune homme, je ne vous dirais pas l'âge que j'avais à l'époque, mais enfin, j'étais quand même assez jeune. Et s'est ouvert, comme ça vous pouvez retrouver à peu près mon âge, une trentaine d'années où je me suis consacré entièrement aux relations internationales, alors avec un certain nombre de livrets. La fin des territoires que j'ai publié en 1995 était là aussi un peu encore à la charnière. Les territoires, c'est l'ordre présupposé du système international. L'ordre international, contrairement à la naïveté de certains, ne se limite pas à la juxtaposition de territoires, et ces territoires sont de plus en plus objets de questionnement. Et puis, ça a continué, un monde sans souveraineté. Alors là, j'ai été totalement immergé dans les relations internationales, l'impuissance de la puissance, et puis l'humiliation dans les relations internationales, et tous mes livres plus récents. Effectivement, il faut plus d'une vie pour pouvoir couvrir toutes les énigmes des relations internationales. Ce caractère énigmatique qui m'a absolument conquis et passionné, alors que, sans être agressif à l'égard d'autres personnes, je dirais qu'on prend les relations internationales un peu comme un bréviaire, c'est-à-dire comme quelque chose de construit, d'acquis, sur lesquels il y a une dizaine de questions à poser. À partir du moment où vous y répondez, on vous aide généralement à y répondre, eh bien vous êtes censé avoir fait le tour de la question. Non, moi je suis au milieu d'un champ extrêmement broussailleux, et il faut tenter de le comprendre, parce que il est broussailleux, mais il n'est pas désordonné. Là aussi, je m'énerve contre le terme de chaos international. Il n'y a pas de chaos international, simplement on ne s'est pas regardé dans la bonne direction. Pour continuer sur cette lancée, je voudrais savoir quel est le manque clé qui a contribué à façonner votre perspective sur les affaires mondiales et les relations internationales, qui a construit votre parcours. C'est difficile parce que vous me posez la question au singulier, comme s'il y avait une seule énigme. Or, il y en a quantité. Évidemment, je pense que le fil conducteur principal, c'est la connaissance de la mondialisation. Parce que la mondialisation, c'est quand même ce qui caractérise la séquence dans laquelle nous sommes actuellement. Et le paradoxe, c'est que tout le monde a le mot mondialisation à la bouche, personne ne sait le définir. Et d'ailleurs, il n'y a pas de définition consensuelle de la mondialisation. On est à peu près d'accord pour définir ce que c'est que puissance, ce que c'est que souveraineté, ce que c'est que sécurité, c'est-à-dire les concepts classiques. Mondialisation, quand vous voulez coller un étudiant, vous lui donnez comme sujet à traiter, définissez-moi la mondialisation. Mais on en connaît les symptômes de la mondialisation. Interdépendance, inclusion de tous. Pour la première fois depuis Adam et Ève, on est dans un système international inclusif. C'est-à-dire tout le monde est dans le même bateau. On le voit bien avec la conférence des BRICS, par exemple, qui a lieu actuellement. Donc inclusion, interdépendance et mobilité. Ben, si vous regardez ces trois éléments, inclusion, interdépendance et mobilité, vous verrez que systématiquement ils contredisent la théorie officielle des relations internationales. Parce que celle-ci est fondée sur le principe de souveraineté, et après en avoir parlé avec M. de la Palisse, je peux vous dire que la souveraineté, c'est le contraire de l'interdépendance.
C'est la raison pour laquelle la mondialisation glisse entre les doigts des analystes. C'est parce que c'est contraire à ce bréviaire dont je parlais tout à l'heure. Mobilité, c'est le contraire de territorialité. Et d'ailleurs, tout l'enjeu des migrations se trouve là-dedans, mais pas seulement. La virtualité, Internet, la communication, etc. Et puis l'inclusion, ça n'a jamais été explicité officiellement, mais c'est le contraire de l'histoire des relations internationales. L'histoire du système westphalien, c'est l'histoire de relations internationales essentiellement intra-européennes, que les États-Unis ont mis beaucoup de temps à rejoindre, il ne faut pas l'oublier. Donc les relations internationales, telles que fondées par la paix de Westphalie, c'était seulement les relations entre États européens qui se projetaient, bien entendu, progressivement et à la faveur notamment de la colonisation dans le monde entier, mais le monde entier n'était pas inclus autrement que par la soumission. Ce triple hiatus par rapport aux catégories classiques des relations internationales, non seulement laisse sans voix l'analyse classique, on ne sait pas comment intégrer ce genre de choses, sauf considérer la mondialisation comme un monstre, mais laisse aussi sans voix, voire sans moyens, les acteurs politiques. On voit bien avec quelle difficulté et quelle inefficacité les acteurs gouvernementaux, les acteurs étatiques réagissent à ces défis nouveaux d'inclusion, d'interdépendance et de mobilité. Ils en perdent leur latin, ou plus exactement, ils en perdent leur Clausewitz, ils en perdent leur Hobbes, ils en perdent, bref, tous les seins de leur création. Pour continuer sur cette lancée, votre travail se caractérise par une approche assez multidisciplinaire. Donc, comment cette approche a-t-elle enrichi votre compréhension des relations internationales et comment vous l'avez appliquée dans vos recherches et dans vos ouvrages, par exemple? Alors d'abord, il y a ma petite histoire personnelle, parce que vous savez, toute analyse scientifique, qu'il s'agisse de petits scientifiques ou de grands scientifiques, part d'une expérience personnelle. Et mon expérience personnelle, elle est double. Elle est d'abord très personnelle, de par ma biculturalité, que j'ai analysée ou narrée dans mon dernier livre, Vivre de culture. Et cette biculturalité m'a rendu modeste, j'espère du moins, mais en tous les cas, m'a forcé à la modestie. En disant quoi? En disant, mais finalement, ce que moi je comprends depuis mon bureau de Sciences Po, peut-être que d'autres, en Chine, en Iran, en Inde, au Burkina Faso, le comprennent différemment. Et ça, c'est l'objet de mon tout prochain livre, qui va sortir ce début d'automne, pour une approche subjective des relations internationales, m'amène à introduire non seulement l'anthropologie, mais l'herméneutique dans les relations internationales. C'est-à-dire, au lieu de plaquer sur une prétendue réalité des schémas préconstruits, faisons d'abord l'effort de comprendre ce que signifie l'acteur des relations internationales. Ce que le géopoliticien traditionnel ne fera jamais. Pour lui, la règle, elle est universelle, point final. Donc, cette expérience personnelle m'a beaucoup marqué. Vous savez, quand on est entre un père persan et une mère française et qu'on s'aperçoit que ces deux personnes s'aiment beaucoup mais ne se comprennent pas, il est facile de se dire, peut-être qu'au niveau des relations internationales, c'est pareil, voire pire. Pire, c'est-à-dire à une dimension, à une échelle bien plus importante. L'autre source de cette pluridisciplinarité que vous pointiez, c'est ma formation préalable. Je suis politiste, je suis agrégé de sciences politiques, j'ai donc dû toucher à toutes les disciplines, enfin à tous les secteurs de la science politique, et notamment j'ai beaucoup touché à la sociologie politique et à l'histoire politique. Et donc j'ai considéré qu'on ne pouvait pas regarder les relations internationales sans ce regard sociologique qui complète le regard anthropologique dont je parlais tout à l'heure, et ce regard historique. Non pas, comme le font trop souvent certains, pour considérer que l'histoire se répète, mais pour montrer justement des différences qu'il y a entre aujourd'hui et hier, et a fortiori avant-hier, alors qu'on croit que c'est toujours pareil, non ?
Jamais pareil. Moi, je suis toujours effaré quand, parlant de la guerre d'Ukraine, certains disent « Ah bah c'était comme en 1917 ». Bon, écoute, en 1917, d'abord, tu n'étais pas là pour regarder. Et puis, le contexte était, si vous permettez, légèrement différent. Hein. Bon. Donc l'histoire, elle est là pour nous montrer des différences. Et c'est en cela que je l'ai beaucoup sollicité, avec beaucoup d'admiration, parce que les travaux des historiens m'ont toujours fasciné. Ceux des sociologues aussi, mais le sociologue a un spectre beaucoup plus large, et c'est justement ça qui m'inspirait, c'est-à-dire les relations internationales, c'est pas seulement, comme le disait Raymond Aron, qui colle peut-être pas tout à fait avec la réalité contemporaine, c'est pas seulement le diplomate et le soldat. Les relations internationales, une nuit d'insomnie, j'ai compté le nombre d'acteurs, et je suis arrivé à 8 milliards. C'est-à-dire autant d'individus sur Terre, autant d'acteurs des relations internationales. Je me suis toujours posé, et encore, cette question, au nom de quoi veut-on à tout prix séparer les relations internationales de l'humain et du social ? Pourquoi ? Un migrant, c'est pas un diplomate ou un soldat, et c'est un acteur des relations internationales. Ces 500 000 enfants nigériens qui aujourd'hui sont menacés de mort par le jeu absurde des sanctions, c'est pas des diplomates et des soldats, et c'est pourtant des acteurs, vous me direz, passifs, mais des acteurs lourds des relations internationales. Et puis, Internet, c'est ni un diplomate ni un soldat, c'est un acteur majeur des relations internationales. Et ne parlons pas des acteurs économiques, qui sont ni des diplomates ni des soldats, mais qui sont aussi des acteurs majeurs. Donc, on ne peut pas appréhender les relations internationales autrement, je parlais d'inclusion justement, ben voilà, autrement qu'en y mettant tout le monde. En tant que professeur et chercheur, vous avez également formé de nombreux étudiants. Comment voyez-vous votre rôle dans la formation des futures générations et de spécialistes dans les relations internationales ? Je le vois, ou je l'ai vu, puisque maintenant je suis à la retraite, enfin, je continue à enseigner malgré tout, je le vois avec un sens de responsabilité extrêmement marqué. C'est-à-dire, moi je pense qu'en relations internationales, tout est à réapprendre. Il n'y a pas d'acquis en relations internationales. C'est peut-être dur comme formule, ça va faire hurler. Je pense que les malheurs du monde tiennent au fait que l'on continue à utiliser la vieille grammaire des relations internationales pour analyser un monde qui n'a plus aucun rapport avec ce temps passé. Et donc, il faut tout réapprendre. Et tout réapprendre, bien sûr, davantage en sachant poser les questions qu'en donnant les réponses. Je ne prétends pas du tout vous donner, un peu comme des boîtes de médicaments, le mode d'emploi tout fait de ce que doivent être les relations internationales de demain. Mais ça implique un effort de clarification, et la seule façon de s'en sortir, parce que le projet est gigantesque, c'est de regarder l'humain. D'abord parce que je pense que l'humain est au centre des relations internationales, je le dis autant éthiquement que empiriquement, et l'humain est le seul fil conducteur qui n'égare pas dans l'analyse des relations internationales. Pour regarder l'humain, vous avez l'aide de quantité de collègues. Je parlais des historiens, je parlais des sociologues, il faudrait ajouter les économistes, il faudrait ajouter les démographes, il faudrait ajouter les géographes, il faudrait ajouter les philosophes, cette multidisciplinarité dont vous parliez il y a un instant. Il y a une difficulté supplémentaire. C'est que non seulement il faut expliquer que la grammaire est nouvelle, mais il faut expliquer ce paradoxe énorme qui est que la grammaire est nouvelle, mais les acteurs agissants, si vous me permettez cette expression, continuent à utiliser la vieille grammaire. Poutine n'a pas étudié les relations internationales. Poutine, il a étudié la trajectoire de Staline. Et il y reste fidèle. Donc quand vous êtes analyste ou acteur des relations internationales, il faut avoir en même temps dans la tête deux grammaires. La vieille grammaire pour comprendre comment agissent
les politiciens traditionnels, et souvent les analystes traditionnels, c'est-à-dire les géopoliticiens, n'est-ce pas, et la nouvelle grammaire pour comprendre le monde tel qu'il est. Et justement, le hiatus, qui est un familier de la chronique contemporaine des relations internationales, tient à cette impossible rencontre entre la vieille grammaire et l'ancienne grammaire. Je vous en donne un exemple. Comment expliquer que Vladimir Poutine, à la tête d'un des États militairement les plus puissants du monde, ait été battu à plate couture en Ukraine, lui qui pensait que par une blitzkrieg, il pourrait en quelques jours contrôler et dénazifier, comme il disait stupidement, l'Ukraine? Comment expliquer sa défaite? Comment expliquer la défaite américaine au Vietnam? Comment expliquer la défaite américaine en Afghanistan? Comment expliquer la défaite française au Sahel? C'est-à-dire comment expliquer que le puissant, qui dans l'ancienne grammaire était infaillible, ou quasiment infaillible, puisse être battu par le petit? Et pour dire les choses en anglais, parce que ça impressionne toujours davantage, comment la weakness politics a remplacé de plus en plus la power politics. Ça, c'est quand même très énigmatique. Et ça tient au choc de ces grammaires, justement. Parce que quand vous êtes naïvement installé dans votre statut de puissant, eh bien, vous vous croyez invincible. C'était le cas des États-Unis, le cas de M. Poutine, le cas de la France en Afrique. Et la nouvelle grammaire est là pour vous signifier, mon petit ami, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Nous avons terminé avec la partie sur le côté personnel et votre parcours académique. Nous allons passer maintenant sur le côté plus professionnel et l'aspect relations internationales. Dans un de vos livres, Nous ne sommes plus seuls au monde, paru en 2016, vous soulignez l'importance de placer la société et le respect de l'altérité au cœur de l'analyse et des politiques étrangères. Pourriez-vous nous expliquer comment votre proposition d'abandonner les catégories d'analyse de la guerre froide en faveur de cette approche plus centrée sur les sociétés et l'altérité pourrait contribuer à remodeler la façon dont les acteurs internationaux interagissent sur la scène internationale? On a déjà un peu abordé la question, c'est-à-dire, effectivement, c'est le choc de deux histoires, en quelque sorte. C'est-à-dire, il est vrai, Hobbes avait tout à fait raison, l'homme n'est pas très sympathique, mais son message, s'il a eu un tel succès, c'est qu'il correspondait à une certaine réalité. C'est vrai que quand on était dans un monde de gladiateurs, c'était le gladiateur le plus puissant qui gagnait. Or, il s'est quand même produit une formidable inversion qui a été d'abord matérialisée par les guerres de décolonisation. J'avais 4 ans lors de Dien Bien Phu. Et alors, lorsque la France, puissante armée française, pays membre permanent du Conseil de sécurité, a été défaite par les troupes volontaires, en quelque sorte, du général Diap. Et je me souviens du traumatisme puissant que ça avait créé et comment, à l'époque, on ne comprenait pas. On ne comprenait pas parce qu'on n'avait pas vu, pas compris que la décolonisation libérait une énergie nouvelle. Et cette énergie était une énergie sociale qui se révélait en fait plus forte que l'énergie militaire traditionnelle. C'était ça le grand tournant. Alors, il ne faut pas se contenter de dire ça, parce qu'il faut aussitôt se demander qu'est-ce qu'il y avait derrière cette énergie sociale, quel était le principe moteur de cette énergie sociale. Et c'est là que l'on rencontre toute une série de paramètres que l'analyse traditionnelle ne veut pas voir. Le premier de ces paramètres, c'est l'altérité, à laquelle vous faisiez référence. C'est-à-dire, contrairement à ce que disait le grand politiste, enfin, pas contrairement à ce qu'il disait, mais contrairement à la thèse qui lui était évidente à son époque, la guerre n'est pas forcément une lutte entre États semblables. Et à partir du moment où la différence se projette, l'altérité se projette sur la scène internationale, alors elle crée des conditions nouvelles.
Et ces conditions nouvelles se trouvent aiguisées par un deuxième facteur que dans Nous ne sommes plus seuls au monde, j'avais voulu mettre en évidence, qui est la reconnaissance de l'autre. C'est-à-dire, si vous ne reconnaissez pas l'autre, d'abord, vous donnez à l'autre des raisons nouvelles de vous combattre et souvent de vous haïr. C'est comme ça que toutes les formes de radicalisme et de fondamentalisme sont nées. Mais surtout, vous l'incitez à mobiliser toute une série de ressources qui étaient inconnues dans la guerre jusque-là, ou qui ne faisaient que timidement leur apparition. Par exemple, les guerres de la Révolution française, où on voyait cette énergie sociale se projeter à travers des soldats de l'an 2. Bon, ça a été un élément considérable. Et puis, évidence absolue, lorsque la décolonisation a été acquise, vous aviez des États nouveaux qui relevaient d'autres grammaires et d'autres histoires. Et donc, la grande naïveté, la naïveté postcoloniale, ça a été de penser qu'on pouvait traiter un monde désormais multiple, exactement sur le format du monde uniforme d'hier. Le monde westphalien, c'était un monde où tout le monde partageait la même culture et pratiquement la même histoire. Souvent la même langue, parlait la même langue. Et c'était souvent le français, d'ailleurs, cette langue commune. Donc c'était facile. Maintenant, en Afrique, vous avez une représentation des catégories fondamentales des relations internationales qui ne sont pas forcément celles qui ont été construites en Europe. Moi, j'ai été très frappé, j'adore aller enseigner en Afrique, j'y vais souvent, enfin quand je le peux du moins, on n'y va quand même pas tous les week-ends. J'avais été très frappé une fois dans un amphi à Conakry, en Guinée, où un étudiant, au Peul, m'avait dit, vous savez, en langue poulard, la paix se définit, alors dans nos langues latines, on ne peut pas définir la paix. La paix, c'est la non-guerre. On va pas loin. Pas très joli. Voilà. Et il m'avait expliqué comment la paix, en langue poulard, c'est la santé sociale, c'est la santé du groupe, etc. Bon. Si vous ignorez ça, si vous dites, pour moi, la paix, c'est ce que le rapport de force internationale et l'équilibre de puissance peut créer. Votre proposition est incompréhensible pour un peuple, mais autant pour un Yoruba ou un Igbo, etc., peu importe, n'est-ce pas? Mais, ou même pour un Indien, ou même pour un Chinois. Et donc, vous ne faites pas de relations internationales. Vous projetez vos catégories homogènes, vous faites de la sociologie politique interne, en quelque sorte, vous projetez vos catégories sur l'autre, et vous échouez. Donc, il est temps de comprendre l'autre. Et puis, ceci est indissociable dans mon esprit d'une dimension éthique. Il faut quand même enterrer définitivement Jules Ferry et sa fameuse distinction entre les races supérieures et les races inférieures, les premières devant éduquer les secondes. Bon, il n'y a pas de race supérieure, il n'y a pas de race inférieure. Mais il reste toujours une petite dimension raciste dans les relations internationales officielles. On ne traite pas un chef d'État africain comme on traite un partenaire européen. On lui parle un langage. Rappelez-vous, un président français allant à Ouagadougou et disant du président burkinabé « il est sorti parce qu'il est parti réparer la clim ». Je ne dirais pas ça de Madame Merkel. Bon, voilà. Et vous savez, ça compte, ça. Moi, quand je vais en Afrique, mes amis africains, mes collègues, mais aussi les étudiants africains que je raconte, ils me parlent tous de ça. Ils parlent tous de ça. Et pourquoi j'y suis sensible? Pardon de revenir à mon équation personnelle, mais tout ça est indissociable. Pourquoi j'y suis sensible? Parce que j'ai bien vu, quand j'étais enfant, qu'on parlait de mon père persan d'une façon différente de la manière dont on parlait de ma mère française. Et ça me faisait mal. Alors, si ça me faisait mal à moi, qui était surprotégé et vraiment super privilégié dans mon enfance, j'imagine ce que ça peut représenter pour un jeune Africain inquiet de son avenir. Pour rebondir là-dessus, dans un de vos livres, Le temps des humiliés, paru en 2014, vous explorez la notion d'humiliation en relations internationales
en identifiant les différentes formes et en analysant les conséquences sur la coopération mondiale. En regardant la situation récente au Niger, comment votre cadre d'analyse des humiliations pourrait-il être appliqué pour comprendre les dynamiques entre les acteurs internationaux impliqués, tels que la CEDEAO, la France, l'Algérie ou encore l'Union africaine? En quoi cette perspective pourrait-elle éclairer les réactions et les propositions de ces acteurs dans cette situation particulière? Alors, d'abord, quand j'ai écrit, effectivement, en 2014, enfin 2013, il est sorti en 2014, Le temps des humiliés, c'est parce que, pour toutes les raisons que je vous ai déjà indiquées, et d'autres encore, je considérais que l'humiliation était un paramètre fondamental des relations internationales. Et que, dans la genèse des conflits, ce qui quand même est l'objet le plus important des relations internationales, comment naissent les conflits, la part de l'humiliation l'emporte depuis les guerres de décolonisation sur le rapport de force et le fameux balance of power qui avait été officialisé dans la vulgate officielle des relations internationales. Effectivement, vous avez tout à fait raison d'appliquer cette question au Niger, parce que je pense que l'humiliation est au centre de l'affaire nigériane. Alors, on ne répond pas en 3 phrases à une question si compliquée. Simplement, je voudrais, pour faire écho à ce que vous demandez, et tenter d'éclairer un sentier, distinguer des niveaux, distinguer des plans d'analyse. Il y a un plan d'analyse qui couvre plusieurs décennies de l'histoire africaine et de l'histoire nigérienne en particulier, c'est la décolonisation ratée. Et cette décolonisation manquée a été une source fantastique d'humiliation. Parce que la décolonisation, elle s'est faite non pas sur le principe de parité ou de partenariat, mais elle s'est faite sur le principe de la hiérarchie. C'est-à-dire, on va vous expliquer comment faire. Bon, quand vous dites ça à quelqu'un, et que ce quelqu'un en tire beaucoup de bénéfices et s'en trouve accompli, ce quelqu'un, il oubliera la dimension un peu humiliante qu'il y avait dans ce paternalisme. Mais quand en plus vous échouez complètement, parce que vous savez, le Niger est un des pays les plus pauvres du monde, une situation économique, sociale, démographique, éducative, terrible. Vous ne pouvez de ces leçons paternalistes et de ces pratiques hiérarchiques que tirer de l'aigreur et du ressentiment. Alors, on dit, ce putsch est tout à fait contraire au principe de la démocratie et de l'état de droit, ce qui est parfaitement exact. Par définition, un putsch, c'est le contraire de l'état de droit et de la démocratie. Mais au nom de ça, on refuse de s'interroger sur le point de savoir pourquoi ce putsch rencontre une certaine popularité. Vous savez, quelquefois, même les objets les plus violents et les plus insoutenables rencontrent de la popularité. Après tout, l'extrême droite, elle a des soutiens. L'ethno-nationalisme se porte bien. C'est pour des raisons sociologiques. C'est pas parce que les gens sont mauvais ou méchants par nature. Il y a notamment dans cette jeunesse africaine qui voit mal son avenir et qui par ailleurs ne se sent pas reconnue, se sent blessée, ne serait-ce que quand elle veut se déplacer, un ressentiment qui vaut humiliation, et cette humiliation est le carburant qui permet à ces putschs de se maintenir et de gagner. Bon. Ça, c'est un premier plan. Le deuxième plan qu'on n'étudie pas suffisamment, c'est celui des armées africaines, des armées nationales africaines en général, et de l'armée nigérienne en particulier. C'est-à-dire de voir que toutes les humiliations ressenties, alors je dirais à tort ou à raison, parce que l'humiliation c'est subjectif, je n'ai pas à juger si les gens ont raison ou pas de se sentir humiliés, ce qui compte c'est se sentir humilié. Bon. Eh bien, les armées nationales en Afrique, et c'est vrai aussi au Mali, c'est vrai au Burkina Faso, c'est vrai en Guinée, c'est vrai au Tchad, se sentent humiliés parce qu'on leur explique en gros, il y a des méchants djihadistes qui vous combattent, vous n'êtes pas capable
contenir, ni de les remettre dans le droit chemin ou de les expulser. Donc il faut nous laisser faire. Faut nous laisser faire. Vous croyez que c'est pas humiliant, ça? Vous expliquez que vous avez un uniforme, mais en gros vous êtes des soldats d'opérette, vous êtes des incapables, pour pas employer des termes que j'ai entendus de mes oreilles, bien plus insultants. Et donc, lorsque vous êtes en même temps un acteur d'un groupe qui a la force et la puissance, l'armée, c'est pas la corporation des boulangers ou des éleveurs, ce sont des gens qui ont les ressources de la puissance entre leurs mains. Et qu'on vous explique que vous êtes des nuls, des rigolos, etc., ça fait le mélange qu'il faut pour produire un putsch. Et donc il y a bien une logique de l'humiliation qui intervient. Troisième plan, c'est l'élément réactif. Il y a un putsch, à des milliers de kilomètres de là, un président européen considère que ça ne va pas, qu'il faut remettre... et qu'il ajoute cette phrase assez étonnante, comme quoi l'herméneutique est utile en relations internationales. Ça, c'est un putsch qui n'a pas de raison d'être. Ce qui voudrait dire que d'autres ont des raisons d'être. C'est quand même bizarre. Bon. Les bons putsch et les mauvais putsch, un peu comme le cholestérol. Bon. D'ailleurs, c'est pas une phrase en l'air, parce que le putsch au Tchad, qui est un putsch à répétition, celui qui a conduit Idriss Déby à la présidence, et lorsque Idriss Déby a été tué, qui a conduit son fils à prendre les rênes du pouvoir, avec la bénédiction du président français. Bon. Cette façon d'arbitrer a quelque chose de profondément humiliant. Et quand des pays voisins disent on va vous apprendre à vivre, c'est exactement la même humiliation. Surtout lorsque on accompagne cela de sanctions, c'est quand même incroyable. Sanctionner l'un des pays les plus pauvres du monde, c'est mettre 500 000 enfants en danger. C'est dont je parlais tout à l'heure. Bon, pas une humiliation, ça? Bon. Donc, vous voyez, elle est derrière chaque porte, l'humiliation. Et ce qui est intéressant, alors, je le dis avec beaucoup de précaution, parce qu'on ne sait pas comment les choses vont évoluer, et par exemple, la réponse de la diplomatie américaine a été différente de la réponse de la diplomatie française. Et moins humiliante. On a envoyé la sous-secrétaire d'État, Mme Nuland, on a envoyé un nouvel ambassadeur, on a essayé de discuter avec la junte. Bon, entendons-nous bien, je ne suis pas en train de faire l'apologie du général Tiani, dont on sait qu'il faisait partie de cette oligarchie de l'ancien régime nigérien, dont on peut imaginer que les motifs personnels d'action ont été déterminants. Mais ce que je veux dire, c'est que le regard nouveau, il ne doit pas tant se porter sur chaque personne concernée et sur l'acte lui-même, mais sur le contexte social. Sur le contexte social. Et vous pensez que ce putsch va ouvrir à d'autres pays même façon de penser, même façon d'agir? Vous savez, il y a peu de pays en Afrique qui ont échappé au coup d'État. Si vous prenez l'Afrique occidentale, la fameuse CEDEAO, vous n'avez que le Sénégal. Le Cap-Vert, c'est la seule démocratie et c'est le seul pays de la CEDEAO qui est nettement contre l'intervention. C'est quand même assez intéressant. Vous savez, il faut comprendre que le coup d'État militaire, c'est bien sûr une pathologie, mais comme c'est une pathologie symptomatique, c'est comme si vous avez mal à la tête. Quand vous avez mal à la tête, c'est une pathologie, il faut soigner, mais c'est souvent un symptôme d'une maladie plus grave qu'il faut connaître de manière à pouvoir l'éradiquer et de manière à faire disparaître durablement votre symptôme. Si vous combattez le mal de tête uniquement à coup de cachet d'aspirine, maintenant on dit plutôt de Doliprane, n'est-ce pas ? Eh bien, vous ne vous en sortirez pas. C'est un jour où vous ne pourrez plus vaincre le mal et il finira par vous emporter parce que la maladie aura progressé.
Donc, le coup d'État militaire, c'est une pathologie symptomatique, je dirais, d'un double échec. Échec du système politique et échec, c'est-à-dire dans son efficacité, dans sa capacité de résoudre les problèmes, et échec de sa légitimité. C'est-à-dire on n'a pas confiance. Et c'est ça qu'il faut soigner. Tant qu'on sera dans la logique d'un État importé qui est en gros un État prédateur qui permet à une petite oligarchie de se servir en se clientélisant à une puissance extérieure, eh ben vous reproduirez ce mal. Et vous aurez à nouveau mal à la tête. Il faut corriger cela, c'est-à-dire créer, produire des institutions qui viennent de la profondeur même de la société. Et ça, on ne veut pas le faire. On ne veut pas le faire parce qu'on considère que l'importation du modèle étatique occidental en Afrique, c'est la meilleure des solutions. Donc, je crains pour l'ensemble des pays d'Afrique, et d'autant que moi, ce que j'ai perçu en Afrique, quand j'y vais, quand j'enseigne en Afrique, c'est que la jeunesse africaine, elle a l'ambition de son identité. Moi, j'ai jamais connu un jeune de 20 ans, il n'a jamais connu la colonisation, et de loin, et il a un projet pour son pays. Ça, on ne veut pas l'entendre. Pour finir, une dernière question. Quelle est selon vous la principale évolution que les relations internationales ont connue au cours des dernières années et quel impact cela a-t-il sur la gouvernance mondiale actuelle? Alors là aussi, j'aime pas répondre au singulier parce qu'on est dans un écheveau de paramètres. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure parce que d'un certain point de vue, l'une de vos précédentes questions préparait celle-ci, c'est-à-dire quel est l'aspect majeur des transformations du système international, c'est la mondialisation. Et quel est l'enjeu? Alors pour passer maintenant aux enjeux, c'est la gouvernance de la mondialisation. Or ça, on ne sait pas faire du tout. C'est-à-dire, on refuse de considérer que les enjeux qui structurent le système international ont complètement changé. Autrefois, l'enjeu, il était connu, de Hobbes, de Clausewitz, de Morgenthau, de Raymond Aron, Mearsheimer, etc., c'est la compétition de puissance. Aujourd'hui, les enjeux les plus déterminants sont des enjeux globaux. Enjeux climatiques, on le découvre au jour le jour. Enjeux sanitaires, on sort si on est sorti de la crise du Covid, qui nous a quand même pas mal informés là-dessus. Enjeux alimentaires, parce que ça, on n'en parle jamais, parce que le 7e arrondissement de Paris ne connaît pas ce genre de fléau, mais il ne faut quand même pas oublier que vous avez 10 millions de gens qui meurent de faim par an. 10 millions. Hein. Bon. L'autre jour, j'entendais que le transfert d'un footballeur, ça allait être 300 millions d'euros. Vous savez combien on peut sauver d'êtres humains avec 300 millions d'euros? Au moins, vous pouvez arracher à la mort au moins 20 000 personnes par an. C'est-à-dire, avec 300 millions d'euros, vous aidez à survivre, c'est-à-dire à ne pas mourir de faim, 20 000 personnes. Bon. Quelque chose qui tourne pas rond. Il y a des gens qui continuent à fumer leur moquette. C'est-à-dire cette incapacité de passer de l'enjeu égoïste à l'enjeu global. Et on ne progresse pas, qu'on ne fasse pas le coup des COP. Les COP, chaque année, grand raout, on dépense beaucoup de kérosène pour aller dire « Oh, c'est scandaleux de dépenser du kérosène », on fait plein de photos de famille, etc., des formules superbes, style « Notre maison brûle et on regarde ailleurs », ça a sauvé beaucoup de vies, ce genre de formule, c'est-à-dire on se paye des bonnes consciences, mais on n'a pas progressé d'un millimètre sur la définition des modes de gouvernance globale. Et ça, personne n'a de leçon à donner à personne.
ni le G7, ni les BRICS, ni personne. Le grand problème, c'est ça. C'est-à-dire penser global, on y arrive un tout petit peu, mais surtout agir global, là, rien du tout. Si la planète veut survivre, l'humanité veut survivre, il faudra apprendre à agir globalement. Mais alors à ce moment-là, les vieux manuels de géopolitique, ça servira à allumer votre feu. C'est plus écologique d'ailleurs que de brûler du kérosène. Merci beaucoup pour cette discussion qui fut très enrichissante. Le podcast va se terminer ici. Merci beaucoup de nous avoir accueillis ici dans votre bureau. C'est moi qui vous remercie. J'étais très heureux de participer à ce podcast et de répondre à vos questions. Je vous souhaite beaucoup de chance, beaucoup de succès pour créer ce nouveau monde. Merci beaucoup.